Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag, un Dragon Mag événement puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir le président de Metz Handball, Monsieur Thierry Weisman. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. Comment ça va en cette période un petit peu moins sportive puisque les joueuses sont en équipe de France? Oui, écoutez, ça va de mieux en mieux déjà sur le plan sportif. Maintenant, c'est vrai qu'un peu de repos, ça fait du bien, mais il y a tellement d'échéances à préparer que à un moment donné, quand les joueuses jouent, on est un peu moins embêté avec ces choses-là. Mais là, il y a une fin de saison, comme on va le voir, très complexe et pleine de choses sympathiques. Donc, il y a du travail pour préparer ces événements. Mais ça va bien. Et on a hâte également d'arriver à ces grandes échéances. En face, Thomas Lavaux et Mathieu Anquinet. Salut messieurs. Bonjour. Salut Arnaud, bonjour à tous. Là aussi, vous êtes donné le mot, tout en bleu. C'est ça, c'est la trêve internationale, on est en bleu. Il nous manque une touche de jaune, mais... Et vous êtes bien, c'est pour le corporate, c'est pour moi. En tout cas, on passe tout de suite à la première partie de cette émission. C'est l'actualité, c'est la première mi-temps. Président, revenons sur cette victoire de la semaine dernière contre Mérignac, 36-26. Finalement, il a fallu une mi-temps pour faire la différence face à cette équipe de Mérignac. Il faut dire que pour remettre la machine en route, c'était presque normal, après 10 jours sans jouer. Oui, puis c'était une bonne équipe, Mérignac. Des filles comme Audrey de Rouen et d'autres joueuses ont un très très bon niveau. Je pense que le classement ne reflète pas la qualité de l'équipe. On a vu que pendant une mi-temps, on a souffert, mais c'est comme ça sur tous les matchs de handball en première division. C'est sûrement le meilleur championnat du monde. C'est quand même important, je le dis très souvent, de continuer cette très belle série, puisque maintenant, en enlevant le premier match de Bourg-de-Péage, ça fait 14 victoires en championnat. Oui, le mérite revient vraiment à Manu de faire comprendre aux filles que des matchs comme ça sont des matchs à enjeu, c'est 2 points comme tous les autres matchs. Je crois que vous m'aviez questionné en début de saison, je ne sais plus si c'est le journal de l'équipe, je ne sais plus, quelqu'un m'a demandé où va se jouer la saison, est-ce que c'est sur le match retour ou aller contre Brest, et j'avais dit ça va se jouer à Saint-Amand ou Plan-de-Cuc ou je ne sais plus où. C'était sur ce plateau. Ouais, je pense on va se gargariser un petit peu. Non mais j'ai pas eu tort finalement, puisque regardez, aujourd'hui le championnat est bien avancé et les matchs Brest-Metz sont certes, le prochain va être décisif parce que je pense que si Brest le perd, ça va être un peu compliqué pour elle de revenir. Et si nous on le gagne, on aura déjà un pied dans le titre de champion de France. Mais tout ce qui s'est passé avant a déjà pas mal décapé les choses. Et je suis certain, le grand mérite de Manu, c'est de faire comprendre aux filles que ces matchs-là, ils sont aussi, voire plus important que les matchs contre les ténors du championnat. Et c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, la satisfaction contre Mérignac, pour moi, outre le fait de gagner, parce que je ne pensais pas qu'on le perdrait de toute façon, même à la mi-temps, c'est quand même une affluence de 3507 spectateurs pour un match comme ça, un jour où nos amis du FC Metz jouent, en période de vacances scolaires, un samedi à 18h, il y a un public vraiment pour le handball cette année. On a franchi un cap de ce côté-là, mais on en reparlera peut-être. Les affluences sont extraordinaires. Pour corroborer vos propos, en même temps ou quelques minutes après, Brest s'est incliné face à Dijon. C'est la 3e défaite des Rebelles dans ce championnat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Metz Handball a 3 jokers à griller. Il ne les grillera vraisemblablement pas. En tout cas, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. Et pour répondre également, ce match entre Metz Handball et Brest-Bretagne Handball, c'est le mercredi 29 mars prochain et on peut d'ores et déjà le dire, ça sera en direct et en exclusivité sur Moselle TV. On vous prépare déjà avec Mathieu un tas de choses. Le président a parlé, Mathieu, de Audrey de Rouen. C'est une joueuse expérimentée qui, bizarrement ou non, n'a jamais porté les couleurs de Metz Handball. C'est pas faute de lui avoir demandé. Voilà. En tout cas, c'est une très belle joueuse à 32 ou 33 ans et elle a encore montré qu'elle en avait sous le pied puisque malgré son 7 sur 14, elle a eu une très grosse influence sur le jeu des foudroyantes. Oui, elle était dans notre focus la semaine dernière en préparant le match en disant attention, cette joueuse-là, 33 ans, elle a l'expérience, elle a la volonté qu'il faut pour faire un bon match. Elle l'a montré sur le terrain, elle est venue avec de l'engagement, elle a marqué des buts très importants, elle a fait mal sur son aile en première mi-temps quand Metz Handball était un petit peu en difficulté, en train de remettre la machine en route. Et bien c'est elle qui a fait le nécessaire, elle a mis des sacrés buts dans le fermé, elle a su trouver les bons angles, trouver des lucarnes, etc. C'est vraiment une joueuse qui a fait le nécessaire. Après, elle a aussi tiré sur les jets de 7 mètres avec une certaine réussite, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui a eu un impact. Elle a été
pour moi emblématique de ce match de Mérignac, c'est-à-dire qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour essayer de faire avancer son équipe, jusqu'à en deuxième mi-temps tomber sur blessure entre guillemets, mais elle était crampée, mais voilà, elle a donné tout jusqu'à sa dernière minute de jeu pour essayer de basculer et de faire gagner son équipe, malgré le fait que c'était Metz Handball en face, et peut-être même justement parce que c'est Metz Handball en face, ces joueuses-là ont envie de se dépasser. C'est vrai. Je l'ai sollicité au moins 2 ou 3 fois et expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas donner suite. C'était, on va dire, il y a un peu trop d'entraînement, trop de travail, et elle avait envie de faire d'autres choses à ce moment-là, et puis elle me l'a redit, on en a reparlé, elle m'a dit je me suis mariée, fait un enfant, j'aurais peut-être pas pu le faire à Metz. Je dis ça se fait aussi à Metz, ça existe aussi, on n'est pas moins fertile quand on vient à Metz. En tout cas, c'est la deuxième meilleure marqueuse du championnat, derrière la Suédoise de Nantes, Nathalie Hagman, et elle a prouvé en tout cas qu'elle était toujours hyper compétitive. Thomas, ce match a également permis à des joueuses qui ont un petit peu moins de temps de jeu, je pense à Stelvia Pasquale, à Valeria Maslova, mais aussi à Noémie Barthélémy de s'illustrer. Noémie qui a parfaitement remplacé Sarah Bouktit, qui a eu un petit pépin en début de première mi-temps. Oui, voilà, ces joueuses-là savent que dans ces rencontres-là, elles ont une carte à jouer. Elles ont la possibilité de pouvoir montrer que si on fait appel à elles, dans des matchs de Ligue des Champions, dans des matchs contre des adversaires de ligue féminine classée un petit peu mieux, elles peuvent aussi apporter, elles peuvent aussi maintenir le niveau de Metz Handball pendant leur rentrée. Maslova a été plutôt bonne, Noémie Barthélémy aussi qui a fait, là on la voit je crois à l'écran, qui a fait quelques bons mouvements. Donc c'est des joueuses qui sont dans leur rôle, et c'est des joueuses qui ont su répondre présent. Voilà, comme je disais, dans ces périodes un petit peu creuses, elles savent qu'elles vont peut-être avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus l'occasion de se montrer, un peu plus l'occasion de se frotter à ce très très haut niveau, et effectivement c'est la bonne satisfaction de ce match. Et ça prouve une fois encore qu'il n'y a pas 6 ou 7 joueuses phares à Metz Handball, mais que c'est bien tout un collectif. L'autre actualité de cette semaine, c'est évidemment l'équipe de France qui affronte à 2 reprises la Suède à Strasbourg, mais également à Dijon. Et force est de reconnaître, messieurs, que Metz Handball est plus que jamais le pourvoyeur numéro 1 de l'équipe de France, puisqu'on va voir les 6 joueuses de Metz Handball appelées pour donc ce rassemblement avec Olivier Krumbolz, les 2 gardiennes, Camille Depuisé et Tadou Sakho, Chloé Valentini, Tamara Horacek, qui sont maintenant depuis un certain temps en équipe de France. Et puis on retrouve les 2 petites jeunes également, Sarah Bouktit et Emma Jacques. Et président, il ne faut pas oublier les futures joueuses de Metz Handball, Lucie Granier, Jazz Chambertin et toutes les anciennes. 2 noms, bien sûr, grâce à Zahadi, mais également Laura Glauser. Oui, c'est une grosse satisfaction parce que tout le monde sait que Metz a envie vraiment de flirter avec l'équipe de France le plus possible. Je dis toujours c'est gagnant-gagnant. Pour l'équipe de France, c'est gagnant d'avoir une cohésion entre les joueuses qui s'entraînent tous les jours ensemble et qui nouent des liens très très forts en défense, en attaque, partout. Et pour nous à Metz, c'est intéressant parce qu'elle se confronte avec des joueuses internationales de très haut niveau, parce qu'elle rencontre les autres joueuses de clubs en France aussi. Donc je pense que je suis très 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 content d'avoir retrouvé cette place au sein de l'équipe de France. Et puis le sectionneur Olivier Krumbolz, c'est à Metz, il voit nos matchs, il peut aussi surveiller des joueuses qu'il a sélectionnées. Il a la chance de voir passer aussi d'autres équipes à Metz, donc c'est intéressant. Mais moi, il faut que ça continue comme ça, et je suis très content qu'on ait retrouvé ce pourcentage. Le recrutement de Lucie Granier et de Jazz Chambertin n'était pas sans arrière-pensée vers l'équipe de France, même si Jazz Chambertin, ça a surpris quelques-uns. Mais voilà, c'est une joueuse qui est complète et qui va monter en puissance, j'en suis sûr. Et elle réalise une très belle saison avec l'OGC Nice. Je crois que je cite à chaque fois son nom à chaque émission, avec Clément Alcacer qui fait du très bon boulot sur la Côte d'Azur. Thomas, cette convocation en équipe de France, ce rassemblement va servir au premier pas, aux premiers arrêts d'Atadou Sakho. C'est un petit peu l'attraction de ce rassemblement. Oui, elle a du caractère, Atadou Sakho, parce que il lui a fallu de la patience pour attendre ce premier rassemblement. Ça y est, désormais, dès qu'elle a été éligible, Olivier Krumbolz l'a appelée, mais c'est dans la lignée de sa saison avec le Metz Handball. L'arrivée de Camille Depuisé, elle aussi, l'a peut-être tirée encore un petit peu plus vers le haut. Et bien, c'est
c'est que logique pour elle d'avoir l'occasion de participer à ce rassemblement, d'avoir l'occasion de célébrer ses premières sélections, ses premières minutes, et d'avoir surtout l'occasion de se montrer dans un poste qui est hyper concurrentiel. Hyper concurrentiel. Il y a Laura Glauser, Camille Depuisé, Cléopâtre Darleux qui est blessée actuellement, mais Tadou Sakho maintenant, ça y est, elle est dans la course. Elle fait une très bonne saison à titre individuel. À titre collectif, si ça continue comme c'est le cas actuellement, ça lui donnera aussi l'occasion de se montrer, peut-être dans des rassemblements, dans des matchs avec un petit peu plus d'enjeux, dès lors qu'on va se rapprocher du mondial, et je parle même pas encore des JO. C'est en fait une continuité des choses parce que vous vous rappelez qu'on a eu Amandine Leno et Linda Pradel, on a eu 2 gardiennes de l'équipe de France. Après, on a eu Amandine Leno et Laura Glauser. On a eu Amandine Leno et Cléopâtre Darleux quand elle était à Metz. Et là, il y avait un peu un saut de génération depuis que Laura Glauser est partie. On retrouve 2 gardiennes messines en équipe de France. Donc, je suis très content, là encore, sur ce poste, comme vous le dites, qui est très concurrentiel et difficile. Il y a très, très bonnes gardiennes en France. Je suis content qu'on ait à nouveau 2 gardiennes en sélection. Et c'est bien pour l'avenir du club aussi. Quand on parle d'avenir de Metz Handball, on pense forcément à Emma Jacques, Mathieu, qui rentre en plein dans le projet Paris 2024. Oui, Emma Jacques, elle a connu un malheureux contretemps avec sa blessure, forcément. Et il est satisfaisant de voir que ça n'a pas tout remis en question, puisqu'elle revient de blessure. Elle est de nouveau appelée en équipe de France. Et Olivier Crumble, c'est dans la continuité de ce qu'il a envisagé pour cette équipe de 2024, c'est-à-dire de prendre des joueuses un petit peu plus jeunes assez tôt pour pouvoir continuer à les former, les intégrer au dispositif équipe de France, leur donner leur chance, les faire évoluer, parce qu'effectivement, elle évolue à Metz, mais il faut aussi qu'elle évolue sous le maillot bleu. Et c'est une très très bonne chose, parce que Metz Handball a fait le pari de l'avenir avec Emma Jacques en lui donnant un contrat longue durée. Eh bien, il faut preuve et de constater que l'équipe de France fait le même pari. Donc, c'est que cette joueuse-là, elle va nous apporter des belles choses dans les années à venir. Président, je voudrais vous entendre également sur peut-être l'autre jeune joueuse, celle qui nous bluffe vraiment à chaque match. C'est Sarah Bouktit. On a milité sur ce plateau. Je ne sais pas si Olivier Crumble nous a entendu, mais en tout cas, on a milité. C'est ma joueuse. C'est ma joueuse. J'ai de temps en temps des joueuses comme ça dans le groupe. Ça a été le cas avec Grace, avec Méline. Sarah, c'est ma joueuse parce que d'abord, c'est un pivot et moi j'ai joué pivot, donc c'est un poste que je connais bien. Parce que j'y crois depuis longtemps. Parce que c'est une locale chez nous, c'est une fille du coin. Elle a fait tout son cursus chez nous, centre de formation scolaire, etc. Et qu'en dépit de sa taille, qui l'a pas forcément avantagée aux yeux du sélectionneur au début, puisqu'on pensait que elle ne pourrait pas enchaîner le match. Elle a prouvé vraiment, c'est la joueuse la plus utilisée à Metz Handball, qu'en dépit de son poids, et elle fait des efforts de ce côté, c'est un peu aussi une gratification pour elle. Elle est capable de jouer 50 minutes par match, des matchs de très très haut niveau. Elle a, je vais répéter ce que Manu dit, ça peut faire sourire, c'est une joueuse très fine au niveau du tir, au niveau de la façon d'attraper le ballon dans toutes les positions, au niveau du placement en défense, en attaque, etc. Elle sent les trucs à l'avance. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent dans son jeu et c'est une joueuse extrêmement douée. En plus, avec un physique dont moi je considère que c'est un avantage au poste de pivot, elle fera une très très grande carrière et je pense que on avait loupé à l'époque Pauletta Fopa qui hésitait entre Metz et Brest, et qui est parti à Brest. À l'époque, beaucoup de gens qui connaissaient le handball féminin me disaient t'inquiète pas, t'as Sarah Bouktit derrière. On était très loin avec Sarah et je trouve qu'elle rattrape le retard petit à petit et voilà, elle fait partie des grands pivots qu'on a eu à Metz comme Béatrice Edwige, Isabelle Wendling, bien sûr Nina Canto, etc. C'est quelqu'un qu'on espère garder très très longtemps et qui prendra de plus en plus de responsabilités à Metz Handball et j'espère en équipe de France. Et c'est quelqu'un de très bien qui en plus mentalement évolue vraiment favorablement. C'est une fille qui est épanouie, elle ne l'était pas quand elle était plus jeune et c'est quelqu'un de bien, vraiment. Et c'est vrai que quand on se dit que c'est Paoletta Fopa et peut-être donc Sarah Bouktit, voire Béatrice Edwige, si elle revient de sa blessure, qui défendront les couleurs françaises pour Paris 2024, on se dit qu'on est plutôt bien lotis à ce poste. On va passer tout de suite en tout cas au débat de cette émission, c'est la deuxième mi-temps.
Je souhaitais avec vous revenir, messieurs, sur la problématique des commotions, un problème de plus en plus fréquent dans le handball d'une manière générale. Je pense que vous avez peut-être tous lu l'article dans l'équipe, justement avec Nicolas Karabatic et Cléopâtre Darleux. Arrêté une première fois, c'était en décembre. Cléopâtre Darleux a décidé d'arrêter justement sa saison suite à cette commotion, puisqu'effectivement, parmi les symptômes rencontrés, des vertiges, une forme de dépression et surtout une grande fatigue. Président, qu'en pensez-vous ? Alors je pense que déjà je suis en contact avec beaucoup d'anciennes joueuses messines et je suis en contact avec Cléo régulièrement, on se fait des SMS et je pense on en a discuté, je pense qu'elle a fait vraiment le bon choix, se mettre au repos. Il ne faut pas prendre de risques. Je veux dire, il y a un après-handball, il y a des séquelles importantes, des micro-lésions cérébrales qui se créent. Elle a une famille, mère de famille, mariée, etc. Je crois qu'il faut regarder un peu l'avenir aussi. Et elle a vraiment pris la décision la plus sage. Il faut être extrêmement prudent. C'est un sujet difficile parce que bien souvent les joueuses qui n'ont pas l'expérience de Cléo souhaitent reprendre rapidement, revenir, en disant mais c'est rien, etc. Pour le médecin de terrain que je suis aussi, il faut prendre des décisions très rapidement. On a la pression des arbitres, on a la pression des joueurs, on a la pression de l'entraîneur, on a plein de pression autour et il faut en quelques questions réussir à jauger l'état de conscience, de mémoire, etc. de la joueuse et prendre les bonnes décisions. Et je dirais que dans le doute, on ne s'abstient pas, c'est-à-dire quand on a le moindre doute, on s'arrête et sans regarder forcément les règles de commotion cérébrale très rapidement. Je pense qu'il faut faire un scanner cérébral et les examens qu'il faut. On a eu chez nous avec Mélanie Alter quelques sujets de ce côté-là, puisqu'elle a eu la malchance d'avoir quelques impacts au niveau frontal, etc. Pas toujours été vu en match, mais qui après ont posé questions. Et Mélanie est parfaitement sensible à ces sujets. Elle consulte dès qu'il y a le moindre souci, mal de tête, etc. Voilà. Mais c'est quelque chose effectivement qui prouve qu'on prend de plus en plus soin des joueuses. C'est bien. Et c'est très important. Là, je me tourne vers toi, Mathieu, grand fan également de rugby. C'est vrai que quand on parle commotion et protocole commotion, on pense spontanément à ce sport. Et c'est vrai que depuis un certain temps, au niveau des joueurs, il y a parfois une forme de démence qui apparaît quelques années après. Ouais, le rugby, c'est un sport qui a mis du temps, lui aussi, alors que c'est un sport de contact assez violent parfois. C'est un sport qui a mis du temps à reconnaître ce problème de commotion. Maintenant, on a au niveau de la médecine les informations nécessaires et on a le recul nécessaire aussi sur les différents patients pour savoir exactement ce qu'il en découle. Et aujourd'hui, dans le rugby, il y a de plus en plus de règles qui sont en faveur pour éviter ces commotions cérébrales et les fameux protocoles commotion qu'on voit finalement à chaque match avec tout un ensemble de règles qu'il faut suivre pour que le joueur puisse revenir en jeu ou non. Et c'est important parce qu'il faut le faire réduire ce nombre de commotions. Dans le handball, on commence à le découvrir un petit peu parce que le handball est aussi un sport de contact, même si on n'en a pas toujours forcément conscience. Il faut aller près d'un terrain pour le constater. Et ça ne concerne pas que les gardiennes, ça concerne aussi des joueurs de champ. Et c'est important de progresser de ce côté-là parce que c'est l'intégrité des joueurs, des joueuses. C'est, comme l'a dit Thierry Weisman, leur après-carrière aussi qu'il faut préserver. Il faut que les gens puissent rester en bonne santé après leur carrière sportive et ça en fait partie. Et je suis aussi un amateur de sport de combat et c'est aussi des disciplines où on voit des sacrés chocs et aussi des après-carrières catastrophiques. Donc il ne faut pas que le handball soit touché par ça. Il faut que ça reste un sport qui peut être sûr et il faut mettre en place les bonnes réglementations et les bons protocoles. Est-ce que Thomas, finalement, l'une des solutions, Cléopâtre Darleux en parle dans une autre interview, est-ce que ça peut être le port du casque, un petit peu comme l'ancien gardien de Rennes et de Chelsea, Petr Cech? Je pense que déjà, le handball aussi a su faire évoluer ses règles pour pouvoir préserver la règle du carton rouge, par exemple, pour un ballon envoyé dans la tête. Ça, c'était un préalable. Après, port du casque, ça voudrait dire, je sais pas trop si ça peut être une solution à vrai dire. Quel casque porter? Si c'est un casque fin, est-ce que il y aura vraiment une efficacité? Est-ce que ça va être un casque un peu plus volumineux? Mais dans ce cas-là, si c'est un peu plus volumineux, ça serait presque toutes les joueuses qui seraient concernées parce que si vous mettez une joueuse casquée et une joueuse non casquée en face à face, ça peut aussi faire une différence. Elle le disait, Cléopâtre Darleux, pour les gardiennes en tout cas. Oui, pour les gardiennes, pourquoi pas, mais vous savez, quand une arrière prend son extension, arme son tir, que la défenseur se met en opposition aussi,
Il peut y avoir un déséquilibre en extension, la joueuse qui retombe lourdement sur le sol, qui peut cogner sa tête également. Donc c'est pas que les gardiennes aussi qui sont, elles sont effectivement exposées. Quand vous êtes gardienne, que vous avez le pivot qui a su se retourner et qui vous tire à bout portant à 6 mètres, oui, là vous y êtes exposé. Oui, ça peut poser problème, mais je pense que les joueuses de champ aussi, ils sont exposés. C'est un débat, Vincent Gérard le disait dans l'article de l'Équipe, c'est un débat que les joueurs et les joueuses doivent faire évoluer. Là, on a quand même 2 stars du handball, qui est Nicolas Karabatic, Cléopâtre Darleux. Champion olympique, tous les deux. C'est quand même des références qui exposent ce dossier sur la place publique. Il fallait que ça vienne des joueuses, ça vienne des joueurs. C'est ce qui est fait, et donc je pense qu'on n'en est qu'au début de la réflexion. Thierry, sur le port du casque et non du masque, c'est un lapsus. Je reviens sur ce qui est dit. Effectivement, dans les sports de combat, je fais aussi ce genre de discipline que j'aime bien. Dans certaines compétitions, on met un casque en mousse. Et je pense que c'est indispensable. Dans les petites catégories, déjà, c'est obligatoire, avec aussi le protège-dents, bien sûr. Donc je pense que ça pourrait être, pourquoi pas, dans les buts. Après, il faut regarder le champ de vision, il faut regarder les choses. Le gardien de but, il pourrait porter un casque parce qu'il n'est pas en contact normalement avec les autres joueurs. Donc c'est position. Mais on constate quand même que c'est quand même un poste particulièrement exposé, plus que sur le terrain. Et après, je pense qu'en dehors des traitements, la prévention, c'est important, et notamment le carton rouge. On a vu comme il est sorti assez souvent quand on tire sur la tête de la gardienne. Je pense que c'est bien. On se souvient notamment d'Alison Pinault en finale à Bercy il y a quelques saisons. Je vais reprendre ma phrase fétiche, Mathieu. On a la chance de vous avoir, président. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission. C'est la conférence de presse. Président, Metz Handball a brillamment réussi sa phase de poule en Ligue des Champions, premier, directement qualifié pour les quarts de finale. Devrait, si la logique est respectée, affronter plutôt le FTC que Podgorica, même s'il y a un 8e de finale aller et retour. En tout cas, un 3e Final Four est à portée de main des Dragons. Oui, ça sera peut-être. Alors le premier était fantastique parce que c'était le premier, mais ça sera si on y va, ça sera une échéance incroyable parce que je rappelle la poule dans laquelle on était. Quand vous avez Győr, Esbjerg, Bucarest, etc. Franchement, et surtout d'où on vient en ayant perdu, on va le redire quand même, Grasse, Orlan, Astrid, Kapitanovic. Laura Flip, c'est monstrueux. Et je veux juste dire maintenant, puisqu'on n'est pas nombreux, là on est à 4 en catimini, que lorsqu'on a pris la première branlée contre Bietigheim, c'était le jour où je partais en vacances, et Manu, entre guillemets, m'a presque gâché mes vacances, parce qu'après le match, on avait pris une volée. Il m'a dit, écoute, je te dis tout de suite, ça ne ressemble à rien. Je dis, on n'a pas d'équipe, ça ressemble à rien. On s'est trompé sur toute la ligne, et cette année, on va ramer. Je ne te garantis pas une qualification au Final Four. Alors Manu, il est aussi, je ne vais pas dire pessimiste à certains moments, il est toujours très prudent. Mais franchement, quand j'ai raccroché, ma femme était à côté de moi au téléphone, et on a passé de bonnes vacances. Et donc, on revient de très très loin, et ça met encore en exergue le travail de Manu, parce que reformer un groupe, déjà c'est une chose, le groupe vit comme, à chaque fois on dit c'est le groupe qui vit le mieux, il y a une ambiance fantastique, il faut le faire. Et deuxièmement, sur le plan sportif, c'est absolument incroyable. Je veux dire, on n'a pas fait un itinéraire, on n'a jamais fait un itinéraire comme ça en Champions League, 2 fois Győr, c'est monstrueux. 12 victoires, un nul, une défaite. Effectivement, c'est jamais arrivé, donc c'est un parcours absolument fantastique auquel on ne s'attendait pas, ni Manu, ni moi. Maintenant, rien n'est fait, parce que faire tout ça et pas se qualifier pour le Final Four, ça serait dramatique. Alors on va surtout pas dire qu'on y est, on va attendre de voir si c'est Podgorica ou Budapest. Si c'est Podgorica, ça voudra dire qu'ils sont plus forts que Budapest. Si c'est Budapest, je rappelle qu'on les a joués en début de saison en match amical et qu'on a perdu là-bas. C'est une équipe qui est très surprenante, qui est très bien huilée, et aller jouer le premier match, que ce soit là-bas ou Podgorica, il faut se les farcir aussi, parce qu'un environnement très
très compliqué. On peut très vite prendre 7 ou 10 buts là-bas et puis pleurer au match retour. Donc on va attendre de savoir qui c'est, puis on fêtera ça une fois que ça sera passé. Alors oui, le parcours jusqu'à là, il a été fantastique. Si on retient que c'est le plus beau et qu'on ne s'est pas qualifié, on sera tous très tristes. Réponse donc début mai, puisque c'est à cette période que se disputeront ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Je voudrais revenir, Président, avec vous sur le mercato de la saison prochaine, qui est tout simplement incroyable. On peut le voir derrière moi, avec les 4 joueuses annoncées, à commencer par la Danoise Anne Mette Hansen et l'Allemande Alina Grischsels, 2 recrues phares. Chacune ont leur histoire. Anne Mette Hansen, c'est un coup de bol terrible et un concours de circonstances. Je crois qu'on a bénéficié du fait que le club de Győr s'est pas très bien comporté vis-à-vis d'elle, alors que c'est un capitaine emblématique, une joueuse irréprochable. Donc je me suis engouffré dans la brèche quand j'ai entendu que ça se passait pas très bien. À certains moments, on voit d'ailleurs le peu de temps de jeu qu'il lui donne depuis qu'elle a décidé de venir à Metz et comment elle a été considérée lorsqu'elle est venue jouer chez nous. Vraiment volontairement, elle a été complètement... elle n'est pas rentrée dans cette majeure. Vraiment. Donc on a joué là-dessus. Et le deuxième, elle serait jamais venue si on n'avait pas eu Christina et Louise qui avaient plaidé pour nous en disant que c'est un club formidable, un entraîneur extraordinaire, etc. Donc c'est un double concours de circonstances. Anina Grüzel avait très très envie de venir jouer à Metz. C'est une joueuse qui nous fait un mal terrible à chaque fois qu'on la joue. L'équipe de France aussi, c'est une joueuse à 7 buts par match. Et il se trouve qu'avec le départ de Bruna, on avait besoin d'une joueuse petite et vive, alors qu'on a des grands gabarits avec Jorgensen, Hansen, etc. Donc c'était exactement ce qu'il nous fallait. Il y a une proximité géographique, elle habite à 400 km d'ici, c'est un avantage pour elle, sa famille, etc. Donc voilà, et puis la notoriété, le fait, elle voulait absolument jouer la Champions League et au moment où on l'a recrutée, elle nous a fait confiance sur le fait qu'on la rejoue l'année après. Diaz Chambertin est une des meilleures joueuses françaises. On voulait aussi faire venir chez nous des joueuses françaises. Olivier Krumbolz m'en avait dit aussi le plus grand bien. Manu connaît très 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 bien cette joueuse, me dit que c'est une sportive, une athlète accomplie et qu'on va en faire quelque chose. Et enfin, à l'aile droite, Lucie Granier, c'est la copine de Chloé Valentini, donc on a fait jouer aussi. Je redis toujours que c'est pas les finances, vous le savez bien, qui font venir les joueuses, c'est le palmarès, c'est l'entraîneur et c'est surtout les filles qui sont d'excellentes ambassadrices. À part Alina, les 3 joueuses autres, Atadou Sakou a parlé avec Diaz Chambertin, elle était à Nice avant, etc. Les 2 joueuses sont nos meilleurs ambassadeurs, j'ai presque pas besoin de vendre le club. En tout cas, on va regarder les contours d'ores et déjà de l'effectif de la saison prochaine. Complet, Ça donne envie, justement, on va en reparler, on va voir ces contours avec dans les buts, là c'est réglé, Tadou Sakho, Camille Depuisé, au poste de demi-centre, Alina Grischsels. Plus loin, dans les buts Arnaud, Mélanie Alter sera prêtée à un club de première division français ou étranger et on a Fatima derrière qui est une jeune gardienne française aussi. C'est une bonne nouvelle pour qu'elle ait du temps de jeu, effectivement, pour Mélanie Alter, qui a fait une grande saison l'année dernière, qui a remplacé au pied levé Ivana Kapitanovic, blessée, notamment du Final Four. Au poste de demi-centre, donc Jorgensen, Grischsels. Au poste d'arrière gauche, Hansen, Chambertin. Arrière droite, Emma Jacques, Louise Winter, Burgard. On va voir maintenant les autres postes. Ailière gauche, Chloé Valentini et Zaliata Mlamali. Il va falloir que j'apprenne à le dire, c'est pas si simple. Arrière droite, c'est la première interrogation, Lucie Granier. Et au poste de pivot, Sarah Bouktit et quelqu'un peut-être en backup. Justement, sur ces interrogations, est-ce que Julie Leblévec sera toujours Messine et qui est en backup de Sarah Bouktit? Alors, en backup de Sarah Bouktit, ça sera un pivot étranger. On a le choix actuellement entre 2 jeunes assez prometteuses à l'étranger et aussi Louisa Schulz qui est ici et qui donne aussi satisfaction. Donc on verra avec Manu si on choisit quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de plus jeune. Mais donc ça sera un pivot étranger dans ce choix-là. À l'aile droite, Julie Leblévec sera encore Messine, mais elle doublera ou elle triplera, on va dire, avec Emma Tussella, qui mérite d'avoir sa chance, qui fait un très très beau parcours à chaque fois, avec une réussite insolence au tir à chaque fois qu'on l'a utilisé. Mais Julie est très très bien incorporée dans le groupe et va a priori avancer un peu dans ses études. Donc on aura ces 3 ailières-là sur le poste avec Lucie en numéro 1, Emma et Julie en numéro 2. À l'aile gauche, Zaliata
là, il fallait absolument donner sa chance à Zaliata. C'est la meilleure joueuse de sa génération. Elle sait tout faire et ça va être, ça sera. Elle s'entend très très bien avec Chloé. Elle va beaucoup apprendre au contact de Chloé. Et ça sera, à mon avis, une des grandes ailières gauche européennes ou mondiales dans les années à venir si elle continue à travailler. Pivot, je vous ai dit, à droite, je vous ai dit, à gauche, je vous ai dit. Et puis, vraisemblablement, on regarde un peu ce qui se passe avec Jamila, qu'on n'a pas cité, dont j'espère qu'elle reprendra d'ici un mois, mais c'était une intervention compliquée, une 3e ligamentoplastie. On a une progression qui n'est pas toujours linéaire, on avance, et puis parfois on recule un peu, donc voilà, mais il faut qu'elle s'accroche, et puis j'espère que ça va le faire. Elle pourrait rester donc une saison supplémentaire, Kamia Misiewicz? C'est pas écarté. Et aujourd'hui, toujours avec une masse salariale qui ne sera pas supérieure à celle de l'année précédente. C'est fondamental. Est-ce que sur ce mercato, messieurs, vous avez une question à poser à Thierry Weisman? Il y a le cas de Stelvia Pasquale qui est arrivé en cours de saison, qui gagne un petit peu de temps de jeu. Elle a joué contre. Ça fait partie des gens dont on se séparera. Je rappelle que Stelvia est venue quand Chamila était blessée. Il manquait une arrière. Chamila va revenir, ou en tout cas, on a maintenant d'autres joueuses pour l'année prochaine. Donc, on s'arrêtera avec Stelvia. C'est aussi un grand crève-cœur de se priver de Maslova. Valéria est une joueuse qui a eu des pépins, des petites difficultés d'adaptation. On comprend, elle a le même âge qu'Emma-Jacques et elle se retrouve, elle est russe, c'est compliqué, c'est vraiment une situation terrible. Mais elle progresse, elle est vraiment, c'est une très très bonne joueuse. Ça sera une excellente joueuse, mais on a privilégié la piste française, mais vraiment. Maslova sera en face de nous l'année prochaine parce que je sais déjà où est-ce qu'elle sera et ça va être compliqué à gérer. Voilà, mais bon. Thomas, une autre question sur ce mercato ou toute autre chose? Tu peux. Non, sur le recrutement d'Anne-Mette Hansen. Est-ce que c'est effectivement Christina Jorgensen et Louise Winterburgart? Est-ce que vous avez demandé à ces deux joueuses-là C'est elles qui ont fait venir. Oui, parce qu'on ne fait pas venir Anne-Mette Hansen comme ça. Franchement, au début, j'ai appelé son agent et il ne me décrochait pas. Et donc j'ai dû expliquer à Christina et à Louise que j'arrivais pas à passer, qu'elle me donne le numéro direct d'Anne-Mette. Et c'est elles qui m'ont dit oui, essaye en direct. Et j'ai appelé en direct Anne-Mette en disant je suis président de Metz. Elle m'a dit écoutez, je fais le nécessaire. Dans la seconde d'après, son agent m'a appelé alors qu'il, comme vous dites dans votre langage, il ne me calculait pas jusqu'à maintenant. Mais après un petit coup de fil de Louise et Christina à Anne-Mette a sauté sur l'occasion en disant finalement pourquoi pas, j'entends que du bien de vous, vous avez un projet sportif, Győr ça se passe pas trop bien là sur la fin, donc on va regarder, faites-moi une proposition. Fait une proposition comme on en fait à Metz Handball en me disant ça passera pas, et c'est passé. Grosso modo, avec Anne-Mette Hansen et Győr, ce qui n'a pas forcément plu à la joueuse, c'est que Bruna De Paula arrive sans qu'elle soit au courant. Je pense que, comment je vais dire, quand nous on met une joueuse en concurrence sur un poste, on parle vraiment avant la signature de la future joueuse, surtout si c'est le poste de gardien, est-ce que tu t'entends bien avec elle ou quoi, mais sur d'autres postes aussi. Là c'est la capitaine de Győr quand même. Moi je veux dire, demain si j'avais gardé Bruna et que j'avais mis une star à côté d'elle sur le même poste, pas les moyens, mais j'aurais dit à Bruna qu'est-ce que t'en penses, parce que forcément la joueuse titulaire elle se dit que son temps de jeu va diminuer. Donc c'est compliqué à faire. Donc je crois qu'ils n'ont peut-être pas pris les précautions, mais j'ai un immense respect pour le club de Győr, mais comment je vais dire, ils ont des moyens financiers énormes, un environnement énorme, des joueuses fantastiques, mais je me demande si, comment je veux dire, ça a changé de président il y a peu de temps. J'ai l'impression que en termes d'humanité au niveau du club, peut-être c'est un très grand club, c'est pas une famille comme à Metz Handball. Il y a aussi, vous avez parlé de crève-cœur pour parler de Valéria Maslova. Peut-être un autre crève-cœur, même si Győr ne se refuse pas, c'est Bruna De Paula qui part là-bas. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà, est-ce que Bruna, un jour ou l'autre, elle pourrait revenir à Metz Handball? Alors, Bruna, c'est mon amie, c'est comme tous les capitaines messins, ça change de statut dès qu'elles sont capitaines. J'étais mangé avec elles, on parle beaucoup, et en plus, une fois que la glace est percée entre
une joueuse et le président, on rencontre des gens absolument fantastiques. Manu l'a brisé avec elle très, très rapidement. Moi, ça s'est brisé plutôt récemment quand elle est venue me parler de son changement. Effectivement, Gior, c'était son rêve. Je la taquine très souvent. Je dis, tu sais, il a encore le temps de faire marche arrière. On a battu Gior 2 fois, etc., etc. Donc, mais Bruna est une fille qui a le cœur sur la main, qui a un soutien de famille, il faut le dire, au Brésil. Moi, je comprends parfaitement le choix à la fois sportif et peut-être de carrière. J'espère de tout mon cœur qu'elle reviendra à Metz. Elle est très, très attachée, elle fait partie de la famille et on se comprend au doigt et à l'œil. Franchement, quand elle n'est pas sur le terrain, on se regarde sur un certain nombre de choses qui se passent sur le terrain et vraiment il y a une grande complicité et j'espère de tout mon cœur qu'elle reviendra un jour à Metz. On verra bien. Grace est bien revenue une fois, on verra ce qui se passe pour l'avenir, mais en tout cas elle fera partie de la famille toujours. Une chose dont vous êtes conscient, j'en suis certain, c'est qu'avec en tout cas Louise Winterburgard, Christina Jorgensen et Anne Mette Hansen, vous allez disposer la saison prochaine de la base arrière du Danemark, finalement la nation qui émerge vice-championne d'Europe il y a quelques semaines. La base arrière du Danemark et peut-être la base avant de l'équipe de France. Aussi. Donc voilà, donc c'est un bon. Bonne réponse. C'est un bon mix. C'était. Pour nous, je pense que ça va être un avantage terrible d'avoir ces 3 joueuses qui s'entendent parfaitement bien, qui sont redoutablement intelligentes en dehors du terrain. Et les Danoises sont des leaders en termes d'entraînement. Elles travaillent beaucoup. Christina et Louise travaillent énormément, comme le faisait Grace à une époque, ou même Alison Pinault quand elle était chez nous. Ce sont des joueuses référentes qui tirent le groupe vers le haut. Et je suis très, 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 très content d'avoir ces 3 joueuses-là. On m'aurait dit ça, et à vous aussi, il y a 1 an ou 2 ans, c'est un rêve. Alors vous avez raison, en ayant la base avant de l'équipe de France, peut-être des gardiennes de but et la base arrière du Danemark, j'espère qu'on aura une médaille olympique, voire une médaille au championnat du monde. C'est plus que probable. Messieurs, les 2 dernières questions, pas forcément, je crois que Mathieu, tu voulais évoquer l'aspect économique. Oui. Forcément, on parle de recrutement, ça va un petit peu aussi avec. Là, vous avez confirmé que la masse salariale de Metz Handball ne serait pas plus importante l'année prochaine malgré le grand recrutement. Ça veut aussi dire quelques sacrifices, entre guillemets, sur le nombre de joueuses, mais aussi sur les ailes avec des joueuses non professionnelles. C'est des choix qui ont été faciles à faire. C'est des choix qu'il fallait faire parce que quand vous avez des joueuses comme le Blévec, Zaliata et Tussela, etc., il faut quand même à un moment donné leur donner aussi du temps de jeu et Majak aussi, parce que si vous voulez, quand vous allez recruter d'autres joueuses au centre de formation, vous êtes gentils, mais les copines elles jouent pas chez vous après, donc c'est aussi un signal très très fort qu'on envoie aux jeunes joueuses qu'on souhaite récupérer. On est en discussion avec aussi la meilleure arrière-gauche de sa génération qui est venue nous rendre visite avec sa famille cette semaine et qu'on veut faire venir. Et pour nous, c'est important d'expliquer que regardez ce qui se passe à Play. Donc c'est un choix, en termes de destinée du club, mais c'est aussi un choix financier, vous l'avez dit, puisque aujourd'hui, si Tchamila signe, on sera peut-être au même niveau, mais pour l'instant, on est en dessous de la masse salariale l'année dernière. On aura moins de joueuses et on fait plus confiance à notre centre de formation, mais il fallait le faire à un moment donné ou à un autre. Les finances du club aujourd'hui sont équilibrées, mais on sait tous que c'est compliqué. Je vous ai dit ou je vous redis que les déplacements ont augmenté de 40%, 41%, quelque chose comme ça, c'est monstrueux. Pour nous, quand on allait à Iceberg, on payait 300 €, le billet, on paye 500 maintenant. Et les hôtels ont augmenté, la restauration, tout a augmenté de 10% dès qu'on se déplace. Le passage en société fait qu'on ne fait plus appel à nos bénévoles, ce qui est une connerie sans nom. Aujourd'hui, on veut avoir un club familial avec une relation entre l'équipe professionnelle et les bénévoles et les autres sections, et on nous oblige à embaucher du personnel temporaire. Donc c'est compliqué, on y a fait face, on y arrive, grâce notamment aux très bonnes affluences qu'on fait et aux recettes qu'on a fait en Coupe d'Europe, avec un mois de janvier terrible, puisque j'aurais préféré que les grosses recettes soient ventilées sur toute l'année. On a tout le mois de janvier et le portefeuille des gens n'est pas extensible à l'infini. Donc oui, écoutez, financièrement c'est compliqué, mais on s'arrange. Il reste notamment des gros matchs, notamment le 29 mars contre Brest, le quart de finale retour, et puis certainement peut-être le dernier match à domicile contre Chambray pour le titre vraisemblablement de champion de France. Thomas.
Deux questions, deux petites questions. Déjà la première sur l'effectif pour terminer. Il y a un an, on apprenait que l'espoir du handball croate, Andela Zadar, si ma mémoire me joue pas dedans, signé à Metz. Est-ce que pour elle c'est encore un petit peu tôt? Est-ce que Angela s'est rompu le ligament croisé, elle est opérée la semaine dernière, et on va prendre notre temps avec cette joueuse qui est pour nous une joueuse d'avenir, c'est l'après Emma Jacques, 1m96, elle sait tout faire, elle était convoitée, certains clubs de première division française lui offraient déjà un contrat professionnel cette année pour être numéro 1 au poste. Elle vient chez nous au centre de formation, malheureusement elle a eu un accident, ses parents sont là, tout le monde est là, on est aux petits soins et on va prendre notre temps. Et en ce qui concerne les objectifs de fin de saison, le Metz Handball a une envergure européenne qu'il n'avait jamais atteint jusque-là. Tout à l'heure, vous disiez, bien sûr, se qualifier pour le Final Four, c'est un préalable. Mais est-ce que finalement, vous vous dites que là, cette année, il y a une fenêtre et que dans ce cadre-là, ne pas être champion d'Europe serait une sorte de déception? Il l'amène bien. Oui, elle était un peu longue à venir. Si je m'attendais un jour à ce qu'on me dise ne pas être champion d'Europe serait une déception, c'est quand même phénoménal. Je veux dire, vous avez raison, on a franchi un cap, mais c'est ce qu'on me dit toute la journée. Donc, bon, alors, écoutez, je vous ai dit que ça ressemblait à rien au départ, quand même. Donc, c'est déjà une grande joie d'avoir gagné quelques matchs. C'est de là que naissent aussi les grandes histoires. Oui, vous avez raison. C'est au moment où la vie a plus d'imagination que nous. J'aime bien dire ça. Donc, je m'attendais vraiment pas cette année à ce que ça se passe comme ça. Donc, c'est déjà une grande satisfaction de jouer un futur quart. J'espère qu'on va le gagner. Je le dis. Vous avez raison qu'on sera favori. C'est comme ça. Et si on va au Final Four, c'est toujours pour faire mieux que l'année d'après. Maintenant, on a battu Győr 2 fois. Ne pas retomber sur Győr. Voilà, on a battu Vipers 2 fois. Vipers et Rostov 2 fois et on a perdu contre eux au Final Four. Je me souhaite de perdre contre Győr en finale, par exemple. Ça voudra dire que c'est une médaille d'argent et ça sera déjà beaucoup mieux que les années passées et ça sera une saison extraordinairement réussie. Une toute dernière question peut-être contre Győr en finale. Une toute dernière peut-être question économique, Mathieu, parce que je sais que tu en avais un tas et que c'est très intéressant. C'est mon rendez-vous éco. C'est vrai qu'on a un petit peu effleuré les différentes questions. On sait que là, Metz Handball a annoncé mettre en place un train, par exemple, pour se déplacer pour la Coupe de France à Brest. C'est aussi par là que vont venir les nouvelles solutions pour Metz Handball, s'adapter à. C'est pas une solution sur laquelle on va gagner de l'argent d'aller en train à Brest, mais je redis que c'est absolument fantastique et que ça prouve l'engouement que les gens ont pour ce club cette année. Les 3507 contre Mérignac, les recettes contre Győr et contre Esbjerg, etc., Bucarest, avec un billet beaucoup plus cher, puisqu'on suit aussi, malheureusement économiquement, on est obligé de faire des choses comme ça. L'affluence n'a pas baissé, elle a diminué. La demande, on a testé les gens pour un train privé. C'est la première fois qu'on va faire ça. On va faire un train privé Metz-Brest. On a eu les réponses qu'on souhaitait avoir sur les gens qui souhaitaient s'engager, qui étaient intéressés. Donc on va faire un train de 400 personnes pour faire l'aller-retour pour aller à Brest. On partira le matin, on jouera et effectivement on reprendra le train le soir vraisemblablement avec l'équipe dans le train. Et donc on va amener 400 personnes à Brest. Je ne crois pas qu'en championnat de France, garçons ou filles, il y ait autant de gens qui se déplacent sur un match aller-retour. Donc c'est une demi-finale de Coupe de France. On va se donner les moyens d'avoir nos supporters et je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Alors c'est un billet à 195 € par personne, je crois. Mais voilà, c'est un sacrifice. Mais beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient le faire. Donc, et puis des partenaires nous aident. Donc ça, c'est aussi une première dans cette année qui est vraiment pas comme les autres et qui sera peut-être pas comme les autres jusqu'au bout. Merci en tout cas, Président, déjà pour cette initiative et d'avoir répondu à toutes nos questions avec franchise sur ce plateau. Merci également à vous deux, messieurs. On se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.